qui peut suivre nous à travers nos pages Facebook. Aujourd'hui, nos conférences de presse. Dans nos conférences de presse, l'écologie et surtout la mer et l'océan pour tenir une place centrale. Mais avant que nous commencer, Résistance et Alternative tenir à rendre hommage à camarade Jeff Hollingsworth, qui fait une victime d'un accident, pour ce soutien d'un combat dans lequel nous engagés. Et aussi, nous tenir à rendre un hommage à camarade Sandra Aurélie pour ce courage et ce combat. Présent dans nos conférences de presse aujourd'hui, nous avons camarade Kougan Parapen, qui pour cause de proposition Vishnu Lakshmina Raidu, qui nous fait à Japon pour signer un accord de paix. Et notre camarade Stéphane Guyard, qui pour cause de Sagos, dans SIAZ, l'audience qui pour ENA devant la Cour internationale, pour un avis consultatif au Sagos. Et que nous pour finir par un commentaire les salines de Rivière et que aujourd'hui, moi-même, Dylan Alagapen, peut présider. Tout de suite, je passe la parole à la camarade Kougan qui pour cause l'accord de paix au Japon. Et comme nous entendons pendant la semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères dit qu'il soumet une proposition au Japon pour signer un accord de pêche dans les eaux territoriales mauriciennes dans une zone économique exclusive. Bon, peut-être avant de nous rendre dans le vif du sujet, faire un petit récapitulatif de continuité en termes de la pêche dans la zone territoriale, surtout par rapport à la pêche des thons, la pêche tuna, et que dans la 22e session de la commission des thons de l'océan Indien, qui est réunie du 21 au 25 mai à Bangkok, en Thaïlande, l'État mauricien, ensemble avec 30 les autres membres de l'organisation-là, il prend l'engagement pour réduire la pêche de l'espèce de thon qui appelle yellowfin tuna. Après, il y a un rapport qui nous dit que pendant ces 4 dernières années, c'est-à-dire à partir de 2012 à 2016, il y a un rapport qui nous dit que cette espèce de thon-là, il fait surpêcher et qui si pas prendre une action immédiate et corrective, il peut dangerer pour la survie de cette espèce de thon. Donc, parmi les résolutions qu'il prend dans sa réunion de la commission des thons de l'océan Indien, il prend l'engagement que tout bateau qui pêche à la Seine, saigné, et qui la pêche plus que 5000 tonnes de yellowfin tuna en 2014, qui s'appelle un bateau-là pour réduire le tonnage de pêche de l'ordre de 15%. Dans la même lignée, les autres bateaux, par exemple les longliners, et que les autres bateaux avec un petit peu moins de qui la pêche un peu d'une façon moins industrielle, les autres zones prennent l'engagement qu'ils ont pour réduire le tonnage de pêche de l'ordre de 10%. Donc, tout ça qui va passer par rapport à yellowfin tuna, qui est présent dans nos eaux territoriales et les eaux territoriales de la zone océan Indien, rappelle-nous un peu le sort de bluefin tuna du Pacifique. Ce que nous avons connu à propos du bluefin tuna Pacifique, c'est c'est toujours le cas aujourd'hui, l'espèce de thon le plus prisé au monde, et qui sa population de Pacific bluefin tuna là
aujourd'hui, par rapport à sa population naturelle d'il y a quelques années, résiste 4% de la population de bluefin tuna dans les eaux du Pacifique. Qui fait? Parce que le Japon, un grand consommateur de tuna frais, surtout M. Paul de sushi et autres menus à base de tuna frais qui est japonais raffolé, ben, sa poisson-là, il surpêché dans les eaux territoriales du Pacifique, qui fait qu'aujourd'hui, sa poisson-là, son prix sur le marché est extrêmement cher, mais il est de moins en moins présent sur le marché parce qu'effectivement, résiste 4% de sa population-là dans les eaux du Pacifique. Et que la cuisine japonaise, c'est une cuisine qui devient de plus en plus populaire à travers le monde, en Europe, aux États-Unis, même à Maurice, la cuisine japonaise qui basait essentiellement beaucoup de poissons frais et essentiellement beaucoup de thon, ben, la demande mondiale peut augmenter de façon assez fulgurante et que ça peut mettre de plus en plus de pression sur les stocks de thon dans le monde entier, qu'il y soit dans le Pacifique, qu'il y soit dans l'océan Indien, et aussi qu'il y soit dans la zone qu'on appelle Southern Indian Ocean, qui trouve au-dessus de l'océan Indien, plus près avec l'Antarctique. Alors, pour beaucoup de gens pensaient que thon, il résume simplement à thon en boîte, à une canette de thon, mais ça n'est pas vrai. Il y a un Eldorado par rapport au thon qui peut être développé aujourd'hui. Le thon, c'est une commodité qui est de plus en plus recherchée, qui est de plus en plus chère. Et quand tout le Japon peut envie venir dans les eaux territoriales mauriciennes pour faire la pêche de thon, nous posons la question, est-ce que ce n'est pas le même sort qui finit réservé à bluefin tuna dans le Pacifique, qui pour réserver à Banton qui trouve dans nos mandilo, si nous laisse, si nous pas régularise la pêche de thon dans nos mandilo, et qu'aussi si nous laisse tout un grand pays connu pour la pêche au gros, la pêche industrielle, exploite nos mandilo. Donc, nous prenons l'exemple l'Espagne, qui est une des plus grandes nations de pêche au monde. L'Espagne est le premier exportateur de thon mondial. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grande partie, une grosse majorité de thon que l'Espagne exportait. Il n'y a pas la pesli de ce bandilo, mais il y a la pesli de bandilo de un pays autre que l'Espagne et même autre que l'Union européenne. Un pays comme Kiribati, Seychelles et même Maurice, un pays insulaire, une île de l'océan, il y a de plus en plus de pays comme ça qui paient 20 PMI de pêche à une grande nation, dite grande nation en matière d'industrie de la pêche. Et que selon un rapport de Greenpeace, le prix qui ce pays-là payé pour la pêche dans nos îlots territoriales, l'IPA représente plus que 5 à 6% de la valeur de la pêche qu'ils ont réalisée. C'est-à-dire, par rapport à la quantité de poissons
qu'ils peuvent capturer dans un océan à travers le monde, le prix qu'ils peuvent payer à travers un frais de pêche, un PMI de pêche pour ce îlots-là, il ne représente plus que 5 à 6% de la valeur marchande de ce qu'ils peuvent capturer. Parce que, encore une fois, l'Espagne, ce n'est pas un pays qui pouvait la pêche dans une pirogue ou dans un petit bateau ou même dans un chalutier. L'Espagne pratique la pêche de thon à un niveau industriel jamais vu dans l'histoire de l'humanité, bien dire. Ben saignée espagnol, donc ben bateau affrété par une compagnie espagnole pour venir la pêche dans nos îlots, c'est un bateau extrêmement moderne, un bateau gigantesque qui fait plus de 100 mètres de long, dans lequel il y a un hélipad, côté il y a un hélicoptère qui sortit pour repérer un groupe de thon dans l'océan, avec un bateau rabatteur, un peu dans le type speedboat, qui rabatte tout le poisson dans sa seine qui fait au moins 10 km. Donc, quand un bateau espagnol sortit, en moyenne, il ramène jusqu'à 200 tonnes de thon en une seule sortie. Et dans nos îlots à Maurice, à l'heure du jour, il y a une quarantaine de bateaux espagnols qui paient la pêche au large d'un banc au-dessus des Seychelles, mais qui trouvent dans la zone exclusive économique de Maurice. Donc, quand on peut causer un pillage des fonds marins, c'est à sa qualité la pêche industrielle à grande échelle à laquelle nous pouvons faire référence. Et quand nous la pêche à la Seine, vous pensez, man mauricien, au courant de la pêche à la Seine à petite échelle dans nos lagons et un peu en déaubrisant, de la Seine pénatriase, c'est-à-dire quand nous passons sa filet-là, il ramasse et poissons qui nous plus envie la pêche, mais aussi toutes les autres formes de vie marine qui existaient autour de ce poisson qui nous plus envie la pêche là. Donc, vous pouvez imaginer quand vous prenez 2 km de la Seine et que vous entourez un banc de poissons, un banc de thon, qui quand vous ramène ça à la Seine là, au bateau, c'est pas juste thon qui vous peut ramasser, mais c'est aussi une quantité incroyable d'autres formes de vie marine qui peut sortir dans l'îlot. Il y a une vidéo qui montrait malheureusement l'ampleur du dégât. Quand on peut tirer ça à la Seine là, c'est requins de toutes formes, c'est une tortue géante et tortue de mer aussi, c'est un dauphin, et qu'aussi c'est tout un thon qui est bien jeune, la jeune progéniture qui peut sortir ensemble avec sa thon très prisée qui se peut rôder pour le vendre sur le marché derrière. Donc, cette pratique vient mettre en doute la soutenabilité de sa pratique-là. Si nous continuons à permettre à un grand seigneur, un gros bateau, la Seine, au pays de nos îlots, et que si nous ramènons le Japon maintenant dans nos îlots, nous pouvons imaginer quelles conséquences ça peut avoir. Parce qu'une fois qu'il finit de faire le triage, l'eau bateau entre gros thon et que le reste, il est jeté à la mer à cause des peines à valeur économique pour ce bateau-là. Mais quand il est rejeté à la mer, je ne sais pas comment dire, un bateau rentre dans un poisson rentre dans l'îlot, il nage. Non, c'est une autre forme de vie marine là, des amours. Et par rapport au prix, et bon, on connaît que l'Union européenne, combien les pays Maurice,
pour un tonnage de 4000 tonnes de thon par année, l'Union européenne donne à Maurice la modique somme de 600 000 euros, c'est-à-dire 25 millions de roupies, pour qu'il 85 sur ban bateaux, dont 34 battants pavillon espagnol, capables d'exploiter nos bandilos. Et que ces 85 bateaux qui nous peuvent être sûrs de pratique de la pêche à grande échelle est totalement destructif pour nos fonds marins et pour notre soutenabilité. Et ce qui est aussi besoin de dire, c'est que c'est ce qui est rapporté. Malheureusement, nous tous connaissons que Maurice fait face à un manque cruel de bateaux, d'hélicoptères, pour capable assurer la sécurité et l'intégrité de nos eaux territoriales. Donc, forcément, il y a beaucoup de bateaux qui font du transbordement en mer, qui nous pas au courant. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne pas déclarent la pêche qu'ils peuvent faire. Il y a beaucoup de bateaux illégaux qui disent soit un bateau Sri Lankais. Compensation. La biodiversité de nos océans grandement en danger. Un gouvernement pas prend en compte ce qui a été dégâts de faire un fait dire. Et aussi, dire qu'à titre d'exemple, les Seychelles, qui, selon ça, qui nous connaît, mieux équipés en matière de compliance de the ban au territorial, qui au moins d'autres un bateau qui sont sortis, qui a le road ban bateau qui fait la pêche illégalement, qui make sure qui un bateau européen qui paye la pêche de Dilo, même un bateau japonais, je paye comply avec ça qui comme je ne disais pour faire. Et le Seychelles, il récupère 5 millions d'euros annuellement de l'Union européenne. Bon, le Seychelles, il a la moitié de la zone économique exclusive qui Maurice est là. Mais quand même, quand un pays paye 600 000 et que l'autre pays paye 5 millions, ça fait nous poser des questions par rapport à est-ce qu'il y a une sous-évaluation du tonnage de pêche dans les eaux mauriciennes par l'Union européenne. Donc, est-ce qu'il y a alternative à ça? Et c'est ça aussi la question qui, pensez, il y a un peu autant, parce qu'il souvent dit, vous pour dire, oui, résistance et alternative, il n'est pas d'accord, beaucoup d'affaires, mais l'alternative n'est pas là. Mais en matière de pêche, l'alternative est totalement là et qu'il y a une alternative bien saine. Et qu'il y a une alternative qui peut amener la soutenabilité de nos réserves maritimes là beaucoup l'année. Et que là, nous avons fait un parallèle entre deux modes, deux pays ou deux régions qui ont aussi des ressources naturelles et de façon dont ils développent ça et que gèrent cette question-là. La Norvège, dans un passé pas trop lointain, une découverte d'une réserve de pétrole dans la mer du Nord, dans ce zone exclusive à elle. Et assure qui, quand
pétrole pour produire depuis ce gisement de pétrole qui trouve ce territoire. La Norvège a assuré qui c'est la Norvège, l'État norvégien qui capture la majorité de la valeur ajoutée par rapport à la production de pétrole depuis ce gisement. Donc, il y a qui c'est les autorités norvégiennes qui eux-mêmes gèrent l'exploitation de ce gisement pétrolier-là et qui, au final, les bienfaits économiques de sa ressource naturelle-là, ben, les bienfaits, c'est la société norvégienne qui bénéficie de ça. Aujourd'hui, un enfant norvégien qui naît en Norvège, forcément, il naît pas avec une dette sur la tête, mais avec un acquis de presque 1 million d'euros, si je ne peux pas faire erreur. Parce qu'ils connaissent les autres ressources, ils pas les autres exploités par les autres forces occidentales ou autres qui peuvent venir loin de sa réserve naturelle. Et le parallèle, vous fait avec l'Afrique, continent le plus riche en ressources naturelles, qui lit, au lieu qu'ils make sure que c'est l'économie africaine qui peut gagner les bienfaits de l'exploitation de bonnes ressources naturelles, mais au contraire, ce qui est arrivé, c'est que beaucoup de ces pays-là, ils donnent un PMI d'exploitation à un pays colonisateur de l'Afrique et qu'au final, les bienfaits économiques de ces ressources naturelles-là, ce n'est pas les Africains qui en bénéficient, mais, moi, nous tout connaissons, c'est une compagnie multinationale d'une ancienne force coloniale qui bénéficiait de sa exploitation. Donc, quand nous regardons bien entre un permis d'exploitation pour un gisement de ressources naturelles en Afrique et qu'un permis de pêche pour une ressource marine dans l'océan Indien, c'est un peu le même modèle et qu'aujourd'hui, avec 25 millions de roupies que l'Union européenne paie de nous en compensation pour les droits de pêcher dans nos lagons, c'est des milliards de roupies qu'ils peuvent faire dans la tête de l'économie et que là aussi de façon pas soutenable et de façon totalement irrespectueuse de la nature et de l'écologie. Donc il est essentiel pour que Maurice développe sa propre industrie de pêche et assurer que sa activité de pêche là, ben, les faire de façon soutenable, qui ne pas mettre en péril le stock de vie maritime et le stock de thon qui est là au fond de l'océan. Parce que, comment nous pouvons nous dire, le thon est très prisé au niveau mondial de nos jours, et tout porte à croire qu'il ça traîne là pour amplifier dans les années à venir, et qu'il est essentiel qu'il nous ait une industrie soutenable, dans laquelle Maurice est capable de baser une activité de pêche pour les 50, 100, 200, 300 années à venir. Or là, ce que nous pouvons faire en donnant à une grosse compagnie qui se désintéressée avec un capitalisme à outrance et une surexploitation des ressources, ben, si nous continuons dans sa lancée qui le gouvernement mauricien amène nous là, mais dans 40 ans, 50 ans, nous sommes capables, s'il y a certain, qui n'arrive le bluefin tuna dans le Pacifique, forcément pour arriver à une espèce de thon qui retrouve au sein de l'océan.
En plus de cela, aujourd'hui, on a un pays comme la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas qui se paré à payer le prix fort du moment que la pêche de thon est faite de façon soutenable. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous pouvez garantir que ça thon qui est la pêche là n'est pas un thon qui est braconné, que c'est un thon qui la pêche d'une façon qui est en ligne avec un développement durable, mais ça va de pays là, un consommateur de ce pays-là, vous êtes prêt à payer le double du prix du thon sur le marché mondial, parce qu'ils ont envie encourage un développement soutenable de nos planètes et non pas le pillage des ressources qui peut pratiquer actuellement. Et beaucoup de gens disent dans la pêche pénale à venir, mais si nous avons le salaire moyen d'un pêcheur de thon aux États-Unis, nous pouvons trouver que cet argument-là n'est totalement pas tenir la route. Un pêcheur de thon aux États-Unis, en moyenne, touche 70 000 roupies par mois. Et là, c'est en moyenne. Un bon pêcheur de thon, le salaire est capable jusqu'à dépasser 100 000 roupies. Donc, c'est un secteur qui forcément emploie beaucoup de monde, qui va amener un apport considérable à une économie qui en manque, qui a bout de souffle, et qui est aussi capable de permettre à beaucoup de familles mauriciennes de vivre un vie décent, et que ça y a dans la lignée de qui résistance alternative peut pousser, côté na une société qui fait bon vivre, côté un PCA, qui pratique sa passion et qu'en même temps vivre de sa passion. Il faut aussi bien dire qu'aujourd'hui, Maurice a la responsabilité historique de par sa zone exclusive économique énorme par rapport à la taille du pays lui-même. Nous avons la responsabilité, enfin la capacité historique de protéger la biodiversité qui existait dans l'océan Indien. Qui peut arriver l'océan Indien dans 50 ans, qui peut arriver l'océan Indien dans 100 ans, ben c'est Maurice un peu qui peut décider ça, de par ce zone économique exclusive maritime qui fait à 2,3 millions de kilomètres carrés. Maurice et Seychelles contrôle une grande partie des eaux territoriales de l'océan Indien et que c'est ça des pays-là pour déterminer est-ce qu'ils ont envie que l'océan Indien finit comme le Pacifique, c'est-à-dire surexploité et en manque de ressources, ou soit nous capables de faire que l'océan Indien devienne une référence en matière de développement soutenable. Et bien sûr, ça demande un projet ambitieux, visionnaire de la part de nos gouvernements, ensemble avec les autres gouvernements de la région, pour développer une industrie de la pêche régionale qui bénéficiait avant tout à l'économie de la région et qui protège et assurer que l'océan rempli de vie qui entoure nous là, ben, il est tout le temps reste pareil. Et parce qu'aujourd'hui, tout ça poisson qui la pêche là, mais c'est pas comme si le poisson dit pas il y a abordable à Maurice. Le prix du poisson est excessivement cher. Et il y a une bonne partie de nous la pêche qui nous importée. La consommation de poissons aujourd'hui, il y a un poisson qui nous importé depuis le Chili. Et ça, c'est un paradoxe incroyable quand nous réalisons à quel point l'environnement immédiat est tellement riche en mammifères marins.
Et dernier point qui m'a envie de faire, alors sa proposition d'accord de pêche avec le Japon là, c'est par rapport aux baleines. Parce qu'il qui dit accord de pêche avec le Japon dit aussi une grande possibilité que le Japon la chasse ban baleine de la région et façon que le Japon a trouvé pour contourner le moratoire sur la chasse des baleines, c'est qu'il y a une clause qui dit que la baleine peut toujours être chassée pour des raisons scientifiques. Et le Japon, comme un des autres pays nordiques, abuse de sa clause-là pour continuer à pratiquer la chasse à la baleine. Alors, en 1979, quand la baleine était une espèce en danger, qui beaucoup d'espèces de baleines qui retrouvent dans la liste de animaux menacés d'extinction, Maurice qui appuie une résolution des Seychelles devant le International Whaling Commission, IWC, pour que la zone océan Indien vienne un sanctuaire pour les baleines. Et que sa proposition-là est adoptée, et qu'effectivement l'océan Indien vienne un sanctuaire pour les baleines pour les 10 prochaines années. Par la suite, sa décision-là, il redébatte et il décide ultérieurement que l'océan Indien pourrait être un sanctuaire de baleines à durée indéterminée et qu'aujourd'hui, à l'heure du jour, l'océan Indien est bel et bien un sanctuaire de baleines. Mais, toujours est-il que malgré qu'il y ait un sanctuaire de baleines, sa clause de recherche scientifique là permet à un pays qui a envie de chasser la baleine de toujours faire. Donc, tout récemment, le Japon a une capture plus d'une centaine de baleines dans le Pacifique, dans les eaux internationales du Pacifique, sous prétexte que c'est pour la recherche scientifique, bien que tout le monde connaît qui par la suite la chair de baleine est retrouvée sur le marché japonais à être consommée. Et c'est une question qui me pensait importante, qui nous aussi pose nous, que si il y a un accord de pêche qui signe avec le Japon, qu'en est-il de la pêche des baleines? Est-ce que le Japon, vu qu'il signe un accord avec nous, pour la pêche de nos eaux territoriales, est-ce que le Japon, pour chasser la baleine dans les eaux territoriales mauriciennes, et ceci de façon légale? Parce qu'aujourd'hui, le Japon n'a pas capable d'accéder à nos eaux territoriales à cause des pays qui ont un accord. Donc, il n'est pas capable de venir dans les eaux mauriciennes et chasser la baleine. Mais si, du moment qu'il y a un accord de pêche qui est assez large, qui est ouvert, la possibilité que le Japon vienne tuer une baleine qui croise au large de l'île en période de reproduction est bel et bien présent. Et est-ce que nous, l'île Maurice, où le tourisme qui est lié à whale spotting est quand même assez présent, et qu'aussi, quand me pensais la majorité de la population contre la pêche de la baleine, est-ce qu'il nous peut accepter que le Japon, qui de par sa culture tout le temps consomme la baleine, est-ce qu'il nous peut accepter que ça se fasse dans notre zone exclusive? Dans quelques jours, le 4 septembre, il y a une nouvelle conférence de l'International Whaling Commission qui peut faire, si je ne me pas tromper, à Brésil, et que pour la énième fois, le Japon pour essayer
enlève le moratoire sur la pêche de la baleine. Donc, c'est une affaire qui nous peut suivre de très près et que forcément, nous pouvons être le développement par rapport à ce qu'il en est du rapport de pêche. Mais pour nous, si signe cet accord de pêche là, c'est comment dire, nous peut signer l'amour de la vie maritime dans nos eaux territoriales. Merci. Merci, Kougan. Une petite modification dans notre intervention. Camarade Jean-Yves Savemoutou qui fait Chris Van nous pour que je commente l'eau à gauche. Et que nous pouvons finir avec commentaire camarade Stéphane Guilla, les salines avec l'actualité politique. Tout bon camarade de la presse. Bonjour aussi tout bon monde qui peut suivre nous en direct via nos réseaux sociaux. Résistance et alternative, l'actualité de ce moment, bien sûr, l'avis consultatif qui Nations Unies peut demander auprès de la Cour internationale de justice et qui peut entendre ça semaine-là. Résistance alternative exprime ce soutien à l'État mauricien dans sa démarche pour le rôle d'un avis consultatif auprès de la Cour internationale de justice. Il est bon rappeler que même si un avis consultatif n'est pas la force de loi, n'est pas la force obligatoire, l'autorité de cette instance, qui est, comment dire, l'organe principal, l'organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies, l'autorité de l'instance-là, il peut attacher à cet avis consultatif-là. Alors, il est important de rappeler ça. Il représente une étape historique et déterminante dans le processus de décolonisation de l'État de la République de Maurice et rétablissement de son intégrité territoriale. Toutefois, résistance et alternative tenir à démarquer inconditionnellement depuis position gouvernement Pravin Jagnat qui va remettre en question l'occupation illégale des États-Unis, l'île Diego Garcia et présence d'une base militaire dans sa partie de l'archipel de Chagos. Cette décision unilatérale gouvernement qui est réitérée par Pravin Jagnat dans son conférence de presse la semaine dernière, il confirme le diagnostic schizophrénie politique de nos gouvernements avec son Premier ministre, résistance dans le passé récent d'ailleurs, une des actes dénonce sa bipolarité politique qui tend à décrédibiliser des démarches mauriciennes. Alors, de quel droit Pravin Jagnat décidé, de manière unilatérale, au nom du peuple mauricien, et surtout de nos frères et sagoussiens, et de nos descendants, de l'utilisation future qui peut faire de l'archipel de Chagos, et particulièrement de l'île de Diego Garcia. Est-ce que l'Alliance des peuples qui demande un mandat pour faire ça auprès de l'électorat? Et pour décider lui-même, est-ce qu'il gagne un mandat depuis les peuples, Maurice, depuis comprenant les peuples de la République qui comprend aussi mon frère, mon frère Sagosien, est-ce qu'il gagne un mandat pour décider l'avenir de l'archipel Sagos et que ce immense territoire marin qui vient aussi implique un droit de pêche qui nous est dans ce territoire marin. Alors, est-ce que le gouvernement peut décider, par exemple, si, dans le cas, l'hypothèse que nous, Maurice, retrouve ce souveraineté, reconnaître le Sagos, est-ce que nous pouvons livrer sa lagon, sa mer territoriale autour de Sagos à pied de l'océan
pour ma bateau espagnol et bateau japonais aussi, entre autres. Donc nous dénonçons fermement sa position dictatoriale des gouvernements Maurice et Pravin Jagnat, qui ressemblait beaucoup à position qui britannique, la Grande-Bretagne, qui prend en 1965 quand je typais démantèle nos territoires et quand je typais détache l'archipel Sagos depuis nos territoires. Donc, comment dire, aujourd'hui, nous pouvons faire même affaires un peu qui Grande-Bretagne fait en nous, Pravin Jagnat peut venir faire même affaires au peuple aujourd'hui. Quand il peut prendre une décision unilatérale, comment dire, les propriétaires, Sagos, et les propriétaires de l'archipel Sagos, les propriétaires Diego Garcia. Alors nous, on appelle aussi le gouvernement et Pravin Jagnat à veiller à ce que nous respecter nos alliés dans la position qui nous peut prendre. Avec l'opacité qui les Américains entretenir la présence des dispositifs nucléaires au Diego Garcia, et qu'en sachant que Diego Garcia est équipé pour accueillir un dispositif nucléaire, y compris un sous-marin nucléaire, nous pouvons demander ce gouvernement-là veiller à ce qu'il n'ait pas mettre lui-même en contravention avec le traité de Pelindaba, lequel l'État mauricien a adhéré, et qui fait à l'initiative de l'Union africaine. Pravin Jagnat, il félicite lui, le gouvernement peut féliciter du soutien de l'Union africaine, mais nous besoin aussi, pas juste féliciter nous du soutien de l'Union africaine, nous besoin d'un respect pour nos camarades depuis l'Union africaine, qui nous soutenaient nous inconditionnellement depuis le début de sa bataille-là, depuis la première résolution 1965, l'Union africaine derrière Maurice. À l'époque, c'était l'unité de l'organisation de l'unité africaine. Ils ont tout le temps soutenu nous. Donc, nous devons veiller et nous assurer qu'ils ne pas pourraient trouver nous en contravention avec l'engagement régional qui nous a avec nos camarades africains, nos pays frères. Alors, nous pouvons aussi demander à l'État mauricien de ne pas jouer sauver la question démilitarisation de l'océan Indien pour faire l'océan Indien une zone de paix. C'est une résolution qui déjà s'est amenée dans les Nations Unies, devant lesquelles l'État mauricien tout le temps, comment dire, un peu tiède dans sa position, et que par moment même il cédait face à lobby d'un pays occidental. Alors nous peut dire ce gouvernement-là fait attention qu'il n'ait pas créé une entorse dans sa position unilatérale, dictatoriale, pour maintenir une base militaire nucléarisée, probablement, le Diego Garcia. Alors donc, dans l'hypothèse d'un avis en nos faveur, la question de souveraineté de la République de Maurice, l'archipel de Sagos, résistance et alternative peut demander gouvernement et Pravin Jagnat pour prendre l'engagement, d'abord pour impliquer à part entière mon frère ex sagosien, ex-descendant, dans tout processus de décision l'avenir de l'archipel de Sagos. Pour initier une consultation populaire à travers un référendum, l'utilisation future de l'archipel de Sagos. Pour assurer qu'il n'est pas en contravention avec son engagement régionaux et internationaux, la question nucléaire et la question de militarisation de l'océan Indien. Dans ça, l'optique-là, nous pouvons demander au gouvernement reprendre l'initiative des résolutions 28
32 qui écrit pour déclare l'océan Indien une zone de paix, donc une zone sans base militaire. Et que nous demandons l'État mauricien parce qui, banzil l'océan Indien, l'État indo-océanique, il aussi soutenir nous dans le combat, la question sa gauche, et qui nous ban voisins de l'océan Indien, aussi, et là, je te mot à dire, la présence d'une base militaire à côté de ce pays, même si Maurice Pena a une obligation légale envers sa bande d'État-là, des autres États indo-océaniques, nous pouvons demander au gouvernement pour solliciter un avis consultatif depuis les autres peuples indo-océaniques et surtout qui soutenaient nos démarches, nos combats, sa gauche, pour demander un avis consultatif, ça va une question essentielle qui est utilisation Diego Garcia comme une base militaire et la question de l'exploitation des ressources comme un peuple de l'océan, parce qu'il ne fallait pas nous croire qu'il dans les eaux sagosiennes, mais c'est un ton qui tout le temps reste dans les eaux sagosiennes. C'est le même ton qui, en fait, bougeait dans l'océan et qui, à un moment, le territoire Seychelles, à un moment, le territoire mauricien, et à un bord de ton qui a jusqu'à des lots réunionnais aussi. Alors, nous pouvons demander l'État mauricien pas faire fi du soutien qui nous, nos camarades, nos voisins de l'océan Indien faire, et qui nous montrait, ça va allier là, une forme de respect à travers un avis consultatif. Alors, on me rappelle une demande de résistance, d'abord, nous pouvons demander qui implique, nous pouvons dire ça dans l'hypothèse, dans l'optique qui nous gagne un avis dans nos faveurs à la question de souveraineté depuis la Cour de justice internationale. En gaz lui-même, donc premier, en gaz l'État qui l'État implique à part entière les Sagossiens, sa première demande, exode ban descendant, tout processus de décision concernant l'avenir et le devenir de l'archipel des Sagos, pour initier une consultation populaire à travers un référendum, l'utilisation fictive de l'archipel des Sagos et de Diego Garcia, et assis à lui-même, qu'il n'est pas en contravention avec son engagement régionaux et internationaux, la question nucléaire et base militaire, et que nous pouvons demander quatrièmement, reprendre l'initiative pour amener résolution 2832, la création d'une zone de paix dans l'océan Indien, lui-même reprend l'initiative dans sa direction-là, et pour solliciter un avis consultatif. Ça, mais il y en a aussi une affaire qui nous visait à comprendre l'opposition Maurice, c'est que à chaque fois que Maurice essaie d'un petit bout dans question sa gauche, pareil comme aujourd'hui, nous pouvons réclamer une souveraineté, mais seulement ne pas remettre en question. À chaque fois qu'il prend une position ambiguë comme ça, par exemple en 90, quand il cédait, la question, sa résolution qui lui peut causer la démilitarisation de l'océan Indien et création, faire l'océan Indien une zone de paix en 90, tout de suite après, je trouve la Grande-Bretagne qui déclare unilatéralement souveraineté, zone économique exclusive, ça veut dire des 100 000 nautiques autour sa gauche. En 93-94, quand Maurice tergiversé la question sur le droit de pêche de sa gauche, après sa période-là, l'Angleterre engage processus pour créer réserve marine dans Delos à gauche et qui aboutit des années plus tard à la création illégale, comme un tribunal arbitrage introuvé, d'un parc marin dans les eaux de Chagos. Alors, nous devons faire attention parce que chaque fois qu'il nous prend une position qui n'est pas ferme face à
Grande-Bretagne, nous subir ban représailles de la part de la Grande-Bretagne. Alors, voilà pour la position de résistance et que les demandes que résistance peut faire dans l'optique qui nous gagne un avis dans nos faveurs aux questions de souveraineté des pays, la Cour internationale de justice de l'AE. Bonjour, mon camarade de la presse. Moi, ma conférence de presse, je connais un peu de longue aujourd'hui. Ma intervention, les pour c'est toujours l'actualité politique. Et je commence par comment la décision, une décision qui est annoncée dans le cabinet ministre, et que notamment nous apprenons hier que comité interministériel de réforme électorale, ils soumettent un rapport au cabinet des ministres. Et que nous entendons dans certains médias qui n'ont une bribe de ce rapport-là qui peut circuler. Et que nous tenions, nous, dans Résistance alternative, à rappel l'État de ses obligations légales qu'il fait prendre devant la Cour suprême concernant caisse constitutionnelle qui est résistance alternative, il mettait contre l'État la représentativité communale dans la politique. Donc, tout le monde dans Maurice connaît qu'il y a une caisse constitutionnelle dans la Cour suprême aujourd'hui qui peut opposer résistance alternative à l'État et que c'est sa caisse constitutionnelle-là qui peut faire que l'État peut bien venir avec une réforme électorale. Et que ça, c'est pas un fait nouveau. Ancien gouvernement, tu peux faire pareil. Donc, tu présentes white paper. Après, tu n'as dans l'élection, l'eau base, ça white paper, là, tout ça là. Et ce gouvernement-là, gouvernement de l'Alliance Les Peuples, il prend l'engagement devant la Cour suprême pour consulter tous les stakeholders, notamment résistance alternative, parce qu'il nous même capable premier stakeholder là-dedans, parce qu'il nous qui met case dans la Cour suprême, l'eau proposition réforme électorale. Donc, nous pouvons mettre en garde l'Alliance Les Peuples, qui pensait qu'ils étaient capables de venir avec n'importe quelle proposition réforme électorale sans consulter résistance alternative, basée sur cette déclaration qu'ils étaient faite dans la Cour suprême, parce que nous, dans résistance alternative, nous pas pas hésiter pour prendre une action qui nous estimait nécessaire au cas où l'État pas respecté ce engagement qu'il prend dans la Cour suprême. Et que probablement dans la prochaine conférence de presse, soit dans les prochains jours, dépendant de ce que l'État décide pour faire, nous pouvons prendre une décision beaucoup plus prononcée sur cette question-là. Deuxième point, pour commenter, c'est ce que nous, dans Résistance alternative, nous appelons massacre planifié les salines Rivière-Noire. Donc, depuis un bon nombre de temps, c'était là. Nous prenons position. Le projet très contesté du groupe New Mauritius Hotel dans les salines Rivière-Noire. Donc, c'est un projet l'hôtel. Et qu'il est important de souligner que New Mauritius Hotel pas qu'au gain sur IAE. Il est aussi important de souligner que Résistance alternative, il fait un commentaire public pour opposer ce projet-là. Donc voilà, les jours qu'on peut causer, c'est qu'il pas qu'au gain IAE et qu'il y a une procédure IAE est toujours en cours. Mais ce qui fait nous appeler ça massacre les salines Rivière-Noire, parce que tristement, c'est pas juste ce projet NMH qui est là-bas. Il y a plusieurs les autres projets. Si je ne me pas tromper, il y a 6 projets l'hôtel qui est in the pipeline. Et ce qui est terrible, c'est que c'est un véritable massacre qui peut dérouler dans les wetlands. Et que ça, il est important de souligner que ça, wetland dans les salines là-bas, est décrété comme en catégorie N, donc ça veut dire de plus haute importance en matière de biodiversité, en matière de l'écosystème, tout ça là. Et il y a des massacres qui sont en cours avec la construction de la route qui peut faire par l'État en toute illégalité, parce que même si l'État, dans certains projets, les dispenser d'un IAE permit, mais il est obligé de faire IAE.
Donc, dans le projet Les Salines, dans le projet La route que l'État peut faire dans les Salines, pas n'ena yaye. Donc, du monde, pas en mesure, connaît qui va un risque, qui va un dégât environnemental que ça projet là peut poser et que ça projet là peut faire le wetland dans les Salines. Et là-dedans, l'État peut être un mauvais précédent parce que résistance alternative et dans l'information qu'il y a des projets qu'ils ont dit in fine de panneaux pour building and land use permit alors qu'ils n'ont pas fait de monde pour y aller. Donc ça des projets là c'est Trocadéro Investissement et le deuxième c'est avec Partners Limited. Donc tous les deux c'est un projet PDS, projet hôtelier et que c'est fini annoncé en grande pompe qui projet pour faire qui peut finir annoncé mettre panneau pour building and land use permit alors qu'ils ne peuvent pas faire aucun démarche pour y aller alors qu'ils ne peuvent pas aucun y aller et que ça est complètement illégal et que nous dans Résistance Alternative dans les jours qui peuvent suivre nous pouvons consulter nos avocats et aussi nos camarades nous alliés avec qui nous avons petit travail pour connaître qui meilleur l'approche qui meilleure quelque chose qui nous besoin faire pour opposer ça va été acte qui est complètement illégal et qui pose un sérieux problème à l'écosystème dans Maurice. Et que ce qui peut arriver dans les Salines, Rivière-Noire, en fait, l'IVIN expose clairement ce qui l'Alliance les PPT. Donc en 2014, quand Manen prend pouvoir, vous êtes une pose en rupture avec politique qui peut pratiquer par le gouvernement d'avant, surtout lorsque tu appelles les scandales des terres de l'État. Mais ça, ce qui peut arriver dans Rivière-Noire, là, il y a exactement les mêmes affaires. Et nous, dans Résistance Alternative, nous avons suffisamment d'informations pour connaître qu'il y a une dynamique qui peut mettre en place, pareil comme un ancien gouvernement Tiena, autour d'une espèce mafia, autour d'une espèce vampire qui peut tourner autour de l'État pour enrichir eux-mêmes. Un peu là, dans le modèle Rakesh Goldjorit, cela. Donc, nous avons suffisamment d'informations et qu'éventuellement, comme on dit, elle est là, de Banzou qui peut venir, nous pour prendre une disposition qui nous estime bien prend, qui est appropriée pour adresser certains nombres d'irrégularités et que massacre qui peut dérouler dans les Salines Rivière-Noire. Deuxième point qui me pour aborder, c'est concernant politique internationale, notamment la démission du ministre de l'Environnement en France, Nicolas Hulot. Et qui fait un lien important qui nous mentionne ça, Zodi. Donc Nicolas Hulot, il est tout le temps présenté comme un écologiste d'importance. Et que mes Zodi, ce démission clairement montré l'échec du gouvernement Emmanuel Macron sur la question écologique, sur la question climatique, sur la question environnementale. Et qui fait un lien important qui nous souligne ça dans Maurice, c'est parce que, d'une part, il y a beaucoup de monde dans Maurice qui ont dit, peut poser la scène politique, comme un macroniste avéré, donc comme un c'était Francis Macron, et qu'il est là pour faire la nouvelle politique basée sur l'idée qui Emmanuel Macron peut défendre, mais je bien connais qui ce qu'Emmanuel Macron peut défendre, les rien à voir en termes d'innovation, les rien à voir en termes de rupture avec la politique qui est tout le temps pratiquée et qui ont dit peut montrer lui-même comme un échec environnemental, social et même économique. Donc ça va dire là, vous avez besoin de tirer les leçons de démission Nicolas Hulot, qui par cette démission un aveu d'échec des gouvernements Emmanuel Macron sur la question écologique. Et c'est pour ça que nous, dans Résistance Alternative, nous devons faire appel, Zodi, à tout le monde et qu'à la jeunesse en particulier, parce que c'est eux qui de plus en plus pour faire face à une crise écologique, environnementale. Nous pouvons dire rallier eux derrière Résistance Alternative, parce qu'ils ont dit dans Maurice, c'est le seul parti politique qui est dans une position ferme de rupture avec le système capitaliste qui peut poser une pression énorme sur la biodiversité, sur l'écosystème et qui peut menacer la vie lui-même sur la planète. Si ça ne veut pas venir compliquer un peu les choses, étant donné qu'il peut demander un nouveau,
ben, créole dans la Constitution, reconnaître l'expression. Ça vient compliquer un peu les autres combats là parce que. Bon, déjà, nous avons connu qui est dans dès l'instance des Nations Unies. L'instance qui fait une réponse à qui résistance alternative, qui fait appel pour un avis consultatif, la question de classification communale pour les élections, c'est Human Rights Committee. Et que là, comité qui ne prononce la question de discrimination raciale, c'est justement le Committee on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Donc, because dès l'instance des Nations Unies. Bon, nous dans Résistance alternative, nous tout le temps défendons l'idée qui n'est pas capable segmente la population, qui n'est pas capable compartimentalise la population, parce qu'il s'appelle une dynamique dangereuse pour Maurice. Donc, nous devons adresser la question politique. Et nous toujours tenir cette position-là pour dire qu'il ne pas dire qu'il y a une discrimination dans Maurice, mais nous, la proposition que nous tout le temps faire, c'est que Maurice bien mettre dans sa constitution un droit économique, social et culturel, en ligne avec la convention que Maurice a signée en 1973, le justement droit économique, social et culturel. Parce qu'il nous estimait qu'une fois que ça a un droit là, pour dans la constitution, mais n'importe qui citoyen qui estime lésé, basé justement sa convention avec ça a un droit là, mais il peut un recours. Mais aussi longtemps qu'il ne peut pas mettre ça dans nos constitutions, mais les nous connaissons toujours qu'il y a des problèmes. Parce qu'il nous convaincu dans la résistance alternative, c'est pas quand nous classifions Bandimoun, c'est pas quand nous compartimentalisons Bandimoun, c'est pas quand nous communalisons la société qui nous pour résoudre le problème de la discrimination. D'ailleurs, il y a un pays qui peut pratiquer, comme les États-Unis, en premier, mais il ne peut pas résoudre ce problème justement de racisme, ou soit de formes de discrimination ethnique. Donc, nous, dans la résistance alternative, nous ne pas du tout croire qu'il, par exemple, il y a une classification de la population carcérale, parce qu'ultimement, que ça voudrait dire? Est-ce qu'il voudrait dire qu'il y a un quota ou des gens qui ne pas venir dans la prison basés sur différents groupes ethniques dans lesquels nous classifions? Donc, nous ne pas du tout croire là-dedans, et nous croyons qu'au contraire, c'est capable d'avoir une dynamique qui est extrêmement dangereuse pour Maurice. Cette semaine-ci-là, il y a une déposition à Alvaro, pas tout de commenter un peu ce qui nous passerait dans. Bon, enfin, nous finissons déjà prendre position à plusieurs reprises, parce qu'Alvaro Sobrino, in a nutshell, montrait problématique secteur financier dans Maurice, notamment secteur financier qu'il y a à offshore, tout ça là. Et que non, nous ne pas tant justement différents retombées des commissions qui peuvent mettre en place, parce que ce qui peut arriver n'est pas étonnant pour nous. Donc c'est une affaire qui est absolument, nous-mêmes dit avant, nous-mêmes dénonce collusion qui tenait là avant que la présidente démissionne, la proximité qui est capable et là entre capitalistes financiers et que la politique à Maurice. Mais quand la commission pour émettre ce rapport, elle a nous faire un commentaire et élaborer sur cette question.